bonsoir, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Nous recevons ce soir Gérard Longuet, sénateur de la Meuse et président du groupe UMP au Sénat. Gérard Longuet, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu. La discussion de la réforme des retraites a commencé en séance publique aujourd'hui au Sénat. La journée a été rude au Sénat et dans la rue. Jean-Pierre Raffarin demande au gouvernement de ne pas mésestimer la contestation. Est-ce qu'il a raison et quelles concessions la majorité est-elle prête à faire ? Oui, c'est toujours agréable d'avoir des conseils, comment se comporter, se tenir droit, ne pas mettre ses doigts dans son nez, être aimable, écouter les gens, ne pas tenir compte de la contestation dans la rue. On est tous d'accord, il faut le faire. Et concrètement, il faut le faire comment ? Non, alors revenons sur le travail du rapporteur Dominique Leclerc et de la Commission des affaires sociales. Ils ont pris le texte de l'Assemblée et ils l'ont porté en avant sur un certain nombre de points majeurs liés à des publics qui étaient, un petit peu oubliés de la première lecture. Je pense en particulier aux handicapés, je pense en particulier aux chômeurs âgés, je pense en particulier à la pénibilité et à la façon de constater la pénibilité. Et en effet, le sujet des mères de famille de 3 enfants et plus, qui par leur âge et pour des raisons de société n'ont pas accumulé les trimestres nécessaires. Donc pour celle-là, un geste est tout à fait faisable. Une négociation est ouverte et j'attends le discours en réponse de Éric Woerth, mais je pense qu'il répondra, je souhaite profondément qu'il réponde à la demande de la Commission telle que Dominique Leclerc l'a exprimée. Certains sénateurs de la majorité voudraient profiter de cette réforme des retraites pour lutter contre les inégalités salariales hommes-femmes. Est-ce qu'ils ont raison ou est-ce qu'ils veulent trop charger la barque ? Ils veulent trop charger la barque. Je pense que le débat sur les retraites est révélateur de dysfonctionnement de la société française et en particulier de ce plafond de verre qui fait que les femmes françaises ne sont pas aussi bien traitées en tant que salariées qu'elles devraient l'être. Bon, mais ça, c'est un problème qui est commun, qui est général, qui est ancien. On ne peut pas le régler à cette occasion. Au moins, cela a le mérite de rappeler qu'en effet, les retraites sont en moyenne de 27% inférieures parce que les salaires sont en moyenne à durée du travail égale. À durée du travail égale de 17% inférieure. Oui. Donc il y a un vrai problème français, mais il est vrai pour les travailleurs handicapés qui n'arrivent pas à trouver d'emploi. Il est vrai pour les personnes un peu plus âgées qu'on a tendance à mettre sur le côté. Donc il y a des problèmes français qui sont révélés à l'occasion de ce rendez-vous des retraites. La différence entre le secteur public et le secteur privé, qui reste quand même significative. Oui, voilà, mais on ne peut pas demander à ce texte de loi de régler les problèmes que la société française n'a pas réglés depuis 50 ans. L'UMP n'a pas la majorité, on le sait, à elle seule au Sénat. Vous avez besoin des centristes et en l'occurrence, les centristes vous demandent d'aller vers un système de retraite par points. C'est pas de l'instaurer aujourd'hui et d'aller vers. Est-ce que c'est possible ? Alors, premièrement, on n'a pas besoin des centristes. On a envie de travailler avec eux et on travaille avec eux. Ce sont nos partenaires de la majorité. Pour atteindre la majorité comptable, vous avez raison. Comptablement, il vaut mieux. Mais indépendamment de la comptabilité, moi j'aime bien travailler avec eux parce que ce sont des gens exigeants. Par exemple, Jean Arthuis souhaite un équilibre des finances publiques. D'autres collègues du groupe centriste souhaitent un effort significatif vis-à-vis de telle ou telle catégorie. Donc c'est bien parce qu'on a les deux côtés à la fois. On a à la fois la rigueur et puis on a la générosité et l'ouverture. On va essayer de faire ensemble la synthèse. Mais sur la retraite par points ? Alors sur la retraite par points, c'est une idée que la mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale, animée par Alain Vassel, a introduit dans le débat en 2007, je cite de mémoire, à partir de l'expérience suédoise des comptes notionnels et la retraite par points. Nous allons en parler dans ce texte en fixant un rendez-vous de réflexion en 2014. Pourquoi 2014 ? Parce que c'est à mi-chemin, c'est l'étape intermédiaire entre le vote de la loi, enfin en tous les cas nous l'espérons, et 2018 qui est la période où l'on atteint l'équilibre. Et on a un rendez-vous entre les deux et à l'occasion de ce rendez-vous, rien n'est écarté, y compris le système par points. Donc vous savez qu'il fonctionne pour les retraites complémentaires et qu'il fonctionne bien. Oui, absolument. Et éventuellement, il en sera question pendant le débat présidentiel, parce que c'est un des enjeux importants de la pérennité du système de retraite aussi. Il faut d'abord que les Français prennent confiance dans leur capacité à se réformer eux-mêmes. Et je crois que la première bataille du texte sur les retraites, c'est de
restaurer notre confiance dans notre capacité à nous remettre en cause. La France est un pays qui adore analyser les problèmes et qui n'aime pas vraiment les régler. Eh bien, pour une fois, contraint et forcé peut-être, on va parler d'un problème et régler un problème. Et puis une fois qu'on l'aura réglé dans une première étape, eh bien on en reparlera encore parce qu'il ne sera pas complètement réglé, car un problème n'est jamais réglé, il est vivant. Martine Aubry tient le discours diamétralement opposé au vôtre. Elle était d'ailleurs tout à l'heure, ce matin, je crois, au Sénat pour encourager les sénateurs socialistes à la mobilisation contre le texte. On la regarde. Quand on a un gouvernement et un président de la République qui s'assoit sur la justice, sur les médias, sur l'opposition, sur les syndicats et même sur les Français, chacun pourrait dire rien ne sert à rien. Nous nous battrons jusqu'au bout. Alors, est-ce que vous craignez un durcissement du mouvement qui aboutisse éventuellement à une paralysie comme on en a connu en 1995 ? Les sénateurs socialistes connaissent le sujet. J'évoquais tout à l'heure la mission Vassel, mais Dominique Leclerc a travaillé par 2 fois avec des sénateurs socialistes, donc le sujet est connu. Même Madame Aubry, je la citerai volontiers, en novembre 1999, présentant le projet de loi de financement de la sécurité sociale, disait très clairement « il faut tenir compte des réalités démographiques ». En janvier de cette année, c'est-à-dire en janvier 2010, elle évoquait l'idée de reporter à 62 ans l'âge de départ à la retraite. Oui, donc elle est dans une posture politique. Elle oui. est dans une posture politique à cet instant. Mais quand on n'est pas de bonne foi, on n'est pas très convaincant et je ne la trouve pas très convaincante. Mais il ne vous a pas échappé que précisément son discours a évolué et que partant des déclarations que vous rappelez, elle en arrive maintenant au mot d'ordre retraite à taux plein à 60 ans pour tout le monde et on trouvera l'argent là où il est, chez les riches. Tout en rappelant qu'il faudra cotiser plus des 41 ans d'aujourd'hui. Donc son discours est parfaitement contradictoire et d'ailleurs je me réjouis du débat parce qu'on va pouvoir mettre en valeur ces contradictions et apporter la démonstration que Mme Aubry, en l'espèce et à cette occasion, raconte n'importe quoi. La majorité pense en général que les Français sont résignés à la réforme, ou en tout cas la savent inéluctable. Le résultat de la droite aux prochaines sénatoriales en 2011 était déjà aléatoire. Est-ce que l'impact de la réforme ne va pas encore l'aggraver pour la droite ? Est-ce que la réforme, qui est douloureuse par définition, va avoir une répercussion dans les urnes l'an prochain? Bon, incontestablement, ce n'est pas une réforme que l'on vote de gaieté de cœur et que l'on mette en œuvre de gaieté de cœur, puisqu'il s'agit de travailler plus. Pour la raison que l'on sait, parce qu'on vit beaucoup plus longtemps et tant mieux. Avec nos électeurs, nous avons un discours de grande responsabilité. La force du Sénat, c'est que le sénateur connaît ses électeurs et parle avec eux, j'ai presque envie de dire, parle avec chacun d'entre eux. Et donc, je pense profondément que les sénateurs UMP renouvelables vont avoir ce dialogue avec leurs grands électeurs et se feront grandement entendre. Donc vous dites les sénatoriales compliquées mais jouables ou... Compliquées mais jouables. D'accord. Il y a un autre élément qui complique, semble-t-il, en ce moment la vie de la majorité, c'est la perspective d'un remaniement annoncé il y a 5 mois. Est-ce que vous ressentez cette tension ? Alors, sur le remaniement, je suis en train de basculer. Je veux dire qu'il y a encore quelques jours, je dis bon, on en a parlé trop tôt, on en a parlé trop longtemps, il arrive tardivement. Et puis alors, maintenant, je crois que, et en particulier à l'occasion de cette épreuve de la réforme des retraites, mes collègues et moi-même on était en train de se dire, bon ben alors, au fond, puisqu'il y a un nouveau gouvernement, que va-t-on pouvoir faire de plus fort, de plus utile, de plus immédiat après la réforme des retraites? Et donc il y a une sorte de curiosité, non pas sur les hommes, ils sont tous talentueux dans la majorité, enfin on peut l'espérer, mais sur le programme, c'est-à-dire au fond, pourquoi faire un gouvernement nouveau? Et François Fillon, assez curieusement d'ailleurs, nous a ouvert largement la porte dimanche soir en expliquant, mais il n'y a pas de tabou, la réforme fiscale, pourquoi pas? Par exemple. Eh ben, moi, chiche, la réforme fiscale, sûrement, c'est pas pourquoi pas, c'est sûrement. Mais pourquoi pas en 2011? Avant 2011, avant 2012, pardon. Avant la présidentielle. Avec une décision avant la présidentielle. Vous êtes pour. La qualité de Nicolas Sarkozy, c'est qu'il a l'avantage de prendre des initiatives et de bousculer des habitudes. Si nous sommes collectivement dans la majorité convaincus qu'il y a un sujet fiscalité, je vais vous dire, il vaut mieux le poser et si possible le régler avant 2012. Nous sommes convaincus qu'il y a un sujet dépendance, nous avons décidé de le régler au début de l'année prochaine. Je forme un rêve. Il y a un sujet financement des 35 heures. Si nous pouvions
envisager la sortie en posant des principes avant 2012, ça serait pas mal non plus. Voilà un programme chargé. Chargé. Mais ça justifie un nouveau gouvernement, vous comprenez? C'est pas un gouvernement pour faire plaisir ou parce que c'est la mode, c'est un gouvernement parce qu'il y a un nouvel élan. Peut-être avec les mêmes hommes, mais avec un programme. Mais à propos de remaniement, Jean-Pierre Raffarin, encore lui, était notre invité hier et il vous a posé une question dans un domaine dont il pense qu'il vous intéresse. On l'écoute. La défense européenne, tu y crois? Avec les Anglais? Avec les Allemands? Avec nos amis polonais? Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui donner à l'Europe cette conscience d'une défense commune? Premièrement, il n'y a pas de structure politique stable sans une défense commune. Donc la défense est un devoir absolu pour l'Europe, bien plus que la normalisation des pneumatiques ou de l'épaisseur des moquettes. Donc je suis pour une défense européenne, ce n'est pas une surprise, c'est la tradition de ma famille libérale et européenne. Je pense qu'il faut le faire avec les Anglais qui ont la plus belle armée européenne, avec la nôtre. Il faut le faire avec les Allemands parce que nous sommes contigus et associés. Et il faut que les pays d'Europe qui veulent être une Europe responsable nous rejoignent. Et je pense qu'il faut revenir sur les thèses d'Édouard Balladur, c'est-à-dire faire peut-être une Europe à plusieurs vitesses sur ce sujet. Je conclus de votre réponse que le ministère de la Défense vous intéresse, j'ai tort? Non, tout m'intéresse. Moi, j'adore la politique, j'adore la vie publique, je pense qu'il y a quelques priorités. Mais les priorités que j'évoquais tout à l'heure sont peut-être plus importantes pour notre pays, puisque aujourd'hui, dans l'immédiat, c'est quand même restaurer l'équilibre social de notre pays. On a aussi proposé, comme d'habitude, à nos internautes de vous interroger. FB vous pose la question suivante. Martin Hirsch, dans son livre « Pour en finir avec les conflits d'intérêts », vous accuse d'avoir financé en partie votre villa sur la Côte d'Azur avec des timbres rares reçus en tant que ministre des Postes entre 86 et 88. Quelle est votre réponse? C'est un gag en ce qui concerne la date et les chiffres. Il aurait fallu que je fusse 50 ans ministre des Postes pour pouvoir commencer à payer la maçonnerie. Ça, c'est l'article 1. Article 2, c'est parfaitement déloyal de la part de Martin Hirsch qui reçoit les déclarations patrimoniales, les trahit dans leur contenu et les diffuse dans le public, ce qui est un délit. Je rappelle simplement. Contre lequel vous allez porter plainte? Non, je ne suis pas rancunier, moi je suis passé l'âge. En revanche, il pose un vrai sujet, qui est le sujet du conflit d'intérêts, qui méritait de ne pas être traité par l'anecdote, mais par une approche qui au fond consiste à regarder les règlements de nos assemblées respectives, Sénat et Assemblée nationale, pour voir si l'on peut faire mieux. Pas par un esprit de suspicion, mais par une déontologie, comme chaque profession a sa déontologie, des médecins aux avocats. Pourquoi la déontologie n'ira-t-elle pas aussi au service des parlementaires? Eh bien, c'est une question qui reste posée. Gérard Longuet, merci d'être venu et à demain pour un nouveau talk Orange Le Figaro. Mais pas avec moi. Pas avec vous.